On va effectivement parler DeFi. Alors, je ne sais pas quel niveau vous avez globalement. L'idée, c'est de vous donner une première approche, essayer de mieux comprendre cet écosystème, cet univers qui se développe extrêmement rapidement. Vous savez que tout est open source. Et pour en parler, on a les spécialistes français de la DeFi. Donc avec Antoine Moutino qui est donc Block Unity, Manu Redpills de Stratège, Alex Saban de Revo Avocat, Benjamin Moget de Trade Me Away et Cyril Pastour de Swap Labs. Le mieux, c'est que je vous laisse vous présenter les uns après les autres rapidement. Alors bonjour tout le monde, donc on l'a dit, Antoine Moutinho, je dirige Block Unity. Block Unity, on va dire que pour faire large, on développe des logiciels, notamment des outils d'aide à la décision pour les marchés financiers. Bonjour à tous, très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc je me présente, Manu Redpills dans le space DeFi. Là aujourd'hui je viens avec la casquette de cofondateur de Murphy Labs qui développe le protocole Stratège qui est un protocole de DeFi. Et également j'ai d'autres casquettes comme j'étais prof chez Alira, auteur de la formation DeFi et aussi animateur sur le Twitch de Cryptomatrix pour les Crypto Monday tous les lundis depuis 3 ans. Bonjour à tous, Axel Saban, je suis avocat, je suis le fondateur d'un cabinet qui s'appelle Revo Avocat, qui a la petite particularité d'être un cabinet en fait, où on n'est que des fiscalistes spécialisés uniquement sur le secteur crypto, donc pour les particuliers, pour des traders, pour des entreprises, et notamment pour les enjeux de finances décentralisées. Bonjour à tous, Benjamin Moget. J'accompagne les sociétés dans des stratégies de trading, notamment Summit. Et sur le côté builder, je vais aider les sociétés à créer leur tokenomics et ensuite à être listées sur différents exchanges. Bonjour à tous, Cyril Pastour. Je suis le cofondateur de Swap Labs, qui est la société qui développe le protocole Swap. Swap, c'est un protocole qui permet, DeFi, qui permet à n'importe quel utilisateur de bénéficier de rendement sur leurs cryptoactifs grâce à des stratégies de market making on-chain. Merci beaucoup. Donc voilà, l'objectif, ça va être de nous donner une perspective. Ça va être compliqué de rentrer dans les détails, évidemment, en une demi-heure. Mais il y aura à la fin une séance de questions-réponses, donc vous pourrez poser toutes vos questions. L'idée, c'est vraiment de brosser un peu tout l'écosystème. On va commencer par toi, Antoine. Est-ce que tu peux nous donner une première introduction? Comment tu expliquerais la DeFi à ta grand-mère, par exemple? Alors, pour faire ça de manière globale, disons que la DeFi, c'est un univers de services financiers qui sont sécurisés par la blockchain et qui ont tout un tas d'avantages qu'on va voir tout à l'heure, et aussi des inconvénients. Mais disons que c'est quelque chose où un univers où on essaye d'enlever un peu les tiers de confiance, on essaye d'enlever les intermédiaires. C'est quelque chose vraiment d'accessible pour tous, de partout, mondialement. Et vraiment, c'est quelque chose de très inclusif, du coup, la DeFi. Aussi, on a pas mal de services vraiment qu'on retrouve dans la finance traditionnelle, qui sont du coup, pour le coup, vraiment où on n'a pas besoin de toute l'infrastructure traditionnelle pour y accéder. On retrouve des choses comme les transferts monétaires, ça peut être du prêt, ça peut être des solutions de placement pour générer des intérêts, ou on peut aussi même parler d'actifs tokenisés pour aller plus loin et pour faire des choses comme de l'immobilier, des choses comme ça. On va voir si on rentre plus dans le détail après. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le sujet? Est-ce que j'ai été assez large? Ouais, je pense que c'est une bonne introduction. Je pense que ce sont des écosystèmes. Il y a une question qui revient assez régulièrement, c'est de savoir comment ces écosystèmes génèrent de la valeur, comment ils arrivent à créer justement des rendements. Et il y a quand même, on le sait tous, pas mal d'inflation. C'est des réseaux, donc l'idée c'est justement d'attirer des utilisateurs. Cyril, est-ce que tu peux justement nous dire comment sont créés ces rendements dans la DeFi? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la DeFi, c'est une technologie qui permet d'exécuter des services financiers de façon plus efficace, plus transparente, accessible à tout le monde. Et, enfin, voilà, ça rejoint ce que disait Antoine. Et du coup, c'est vraiment une infrastructure. Et à ce titre-là, les services financiers qui sont opérés en DeFi sont finalement assez similaires à ce qu'on peut trouver dans le système financier traditionnel.
Donc des services de prêt, avec des protocoles par exemple comme AV qui permettent de faire du prêt-emprunt. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déposer des actifs qui peuvent être empruntés par d'autres utilisateurs, et le rendement, il va être généré par les intérêts qui sont payés par les autres utilisateurs. Après, il y a des protocoles qui sont plus concentrés sur le market making, par exemple. Donc le market making, ça correspond à déposer de la liquidité pour permettre à d'autres personnes de faire des échanges directement sur la blockchain. Donc en gros, en tant qu'utilisateur, vous allez déposer des actifs dans une pool de liquidité, par exemple Ether et USDC, et ça va permettre à d'autres personnes qui veulent, par exemple, acheter de l'Ether, de pouvoir avoir la liquidité qui leur permette d'exécuter ces trades directement sur la blockchain. Après, il y a des éléments qui sont spécifiques à la DeFi et qu'on ne retrouve pas forcément dans le système financier traditionnel. L'exemple le plus marquant, c'est celui du staking. Donc le staking, c'est une primitive qui permet de sécuriser le réseau, notamment la blockchain Ethereum, qui est là où se passe la majorité de l'activité en DeFi. Et après, en fait, tous ces réseaux, il faut les bootstrapper, comme tu disais, Stan. Et du coup, il y a toute une mécanique inflationniste qui se développe dans beaucoup de protocoles, où les protocoles vont émettre un token. Et souvent, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'une grande partie du rendement, elle est dans le token du protocole. Donc, c'est des dynamiques qui ne sont pas forcément très soutenables. Et donc, ce qui est important de faire en tant qu'utilisateur de la DeFi, c'est quand vous regardez un protocole et que vous envisagez comme potentielle solution de rendement pour vos actifs, c'est bien regarder, OK, comment est généré le rendement? Est-ce que vous êtes capable de comprendre les mécaniques qui permettent de le générer? Et puis de regarder quelle est la part d'incentive, donc d'incitation via le token du protocole, par rapport à l'efficacité réelle de la stratégie. Donc ça, voilà, c'est des questions qu'il faut se poser quand on interagit avec la DeFi. Ouais, c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est juste, j'ajoute un tout petit truc, mais c'est vrai que quand un protocole arrête de faire de l'inflation, généralement, c'est qu'il est assez mûr, en fait, qu'il ait une communauté suffisamment. Enfin, on l'a vu avec AAV ou Cosmos, même récemment d'ailleurs. Manu, est-ce que toi, tu penses que, on disait qu'ils utilisaient finalement des applications de la finance traditionnelle, c'est le cas. Comment tu vois, toi, justement, la DeFi dans un portefeuille diversifié, traditionnel? Est-ce que tu penses que n'importe qui peut ajouter de la DeFi dans son portefeuille? Oui, alors effectivement, la DeFi, ça d'intéressant que c'est une nouvelle classe d'actifs, donc qui doit, selon moi, être intégrée à un portefeuille diversifié. Donc la plupart de ceux qui sont là vont avoir l'habitude d'investir leur argent sur, je ne sais pas, des actions, des obligations, des pierres précieuses, de l'immobilier, des choses comme ça. Et je pense que depuis le temps que la crypto est là, et elle commence justement à être assez mûre pour pouvoir avoir des opportunités qui soient assez intéressantes pour les particuliers et aussi pour les entreprises. Au bout du compte, une diversification aujourd'hui nécessite, selon moi, une part de crypto effectivement dans ce portefeuille-là. Alors après, bien sûr, c'est un raisonnement qui doit être mûri parce que c'est pas si simple aujourd'hui de faire de la crypto et de l'intégrer au quotidien dans son portefeuille. On doit avoir effectivement conscience de comment ça fonctionne. Donc ça va passer déjà par une phase, on va dire, un peu d'éducation. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là, où on va commencer à se poser les bonnes questions, à essayer de commencer à comprendre un peu comment ça fonctionne, comprendre les termes, comprendre justement, on parlait de là d'où vient le yield. Il y a beaucoup de choses où au final vous parliez d'inflation, mais tout le monde a conscience que quand il va investir sur une entreprise, par exemple sur une action ou quelque chose comme ça, il va investir par rapport en fait à un vrai travail qui est fait, un rendement qui est généré par du travail réel et qui se base en fait sur le vrai monde, j'ai envie de dire. Effectivement, quand on parle juste d'inflation, de tokens qui peuvent paraître abstraits, au bout du compte, ça demande à être assez prudent. Donc, une fois qu'on a fait cette éducation, je pense qu'il est aussi nécessaire de bien voir à quel risque on s'expose. Donc, tout ça, non seulement en termes de taille de portefeuille qu'on est prêt à investir, mais également où est-ce qu'on va poser son argent. Donc, on parlait de protocoles comme AAV, qui sont des protocoles qui commencent à avoir de la bouteille, où il n'y a pas de hack, etc. On a des protocoles qui sont plus jeunes et où il faut faire effectivement plus attention, mais je pense que c'est effectivement intéressant de se poser la question, même
indispensable de se poser la question de quels sont les risques que je prends quand je vais investir là-dessus. C'est aussi bien les risques qui sont liés à la technologie, les blockchains utilisées, les smart contracts, mais on a aussi d'autres risques qui commencent à poindre parce qu'on a de l'adoption justement, et ce serait plutôt les risques qui sont au niveau réglementaire. Donc on a eu, entre guillemets, la chance d'avoir un écosystème qui était très peu régulé ces dernières années, qu'il est de plus en plus. On a des lois, MiCA, on a des textes qui commencent à venir encadrer, et ce qui est selon moi une bonne chose, puisque l'idée c'est de raccrocher aujourd'hui la blockchain et la DeFi au monde réel, et donc cette avancée au niveau de la régulation permet de l'intégrer comme un outil qui, comme l'a dit, qui est plus efficace, moins cher, au bout du compte, va être intégré au niveau des acteurs de la finance traditionnelle, de la finance réelle, qui vont pouvoir aussi le proposer au plus grand nombre, parce qu'aujourd'hui, ça reste encore assez difficile d'accéder par soi-même à cette technologie. Je comparais ça un peu à Internet au début des années 2000, où c'était pas forcément si simple d'aller chercher ce qu'on avait besoin. Et ça demande vraiment un certain travail. Et pour une adoption plus massive, on a besoin d'avoir une simplification de l'utilisation pour tout à chacun. Et donc, on peut utiliser des protocoles comme Stratège qui peuvent nous aider. Alors, je t'en parlerai si tu veux juste après. Et si on a envie de le faire tout seul, donc Benjamin, est-ce que toi, tu peux nous conseiller des outils qui te semblent appropriés pour commencer, pour se familiariser avec la DeFi? Donc, on parlait un petit peu d'investissement tout à l'heure. DeFi Llama, c'est un outil assez simple, contrairement à plein d'autres grosses machines comme du Glassnode où il y a beaucoup de data. DeFi Llama, c'est assez didactique et vous pourrez voir les principales data sur des blockchains. Ça peut être la TVL, ça peut être le revenu généré, le nombre d'utilisateurs, le nombre de devs. Et ça permet un petit peu de comparer les protocoles entre eux pour du coup, soit être plus diversifié ou dire non, moi je trouve que cette métrique, ça a plus d'intérêt dans ma stratégie d'investissement. Après, on parlait d'utiliser la DeFi et du coup, il peut y avoir des hacks sur les protocoles. Et donc, l'une des choses principales qu'il faut utiliser, c'est revoke.cash. Et faites attention parce qu'il y a plein de scams. C'est pas revokecash.cash, revoke.money, c'est revoke.cash parce qu'il y en a plein de faux revoke, on va dire, qui est un outil qui va vous aider à vous déconnecter de certains protocoles quand ils peuvent être mis à risque ou quand vous les utilisez plus. Si jamais il y a un risque, au moins vous n'êtes plus connecté et votre wallet ne peut pas se faire siphonner parce qu'il était connecté à quelque chose où il y a un danger. Et enfin, un outil que j'aime beaucoup, c'est Bubble Maps, parce que très souvent, quand on est sur des tokens un petit peu plus nouveaux, où on n'a pas trop le temps de regarder, on ne fait pas trop attention, il faut d'abord regarder la fully diluted market cap. Si vous avez un token qui a une petite market cap, mais qui a une market cap complète, c'est-à-dire si tous les tokens sont libérés, qui est plus importante que Bitcoin, en général, il vaut mieux fuir. C'est très très peu probable que ce ne soit pas un scam. Et Bubble Map va, à l'intérieur de tout ça, regarder les plus gros wallets qui vont être détenteurs de tel ou tel jeton et regarder si ces wallets interagissent entre eux pour voir s'il n'y a pas de la manipulation autour de tout ça et s'il n'y a pas un wallet, comme on a eu le cas avec FTX où leur déployeur avait la majorité des tokens. Donc du coup, s'il n'y a pas un wallet qui détient tous les tokens et qui peut le manipuler, tricher ou influencer son cours de manière positive ou négative, ou si jamais eux, ils décident de dump tout le token, comme la crypto aujourd'hui n'est pas encore très 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 liquide, s'il y a un dump massif, le token peut se faire massacrer. Je sais que Manu, toi, tu voulais nous parler aussi d'un wallet pour compléter. Dans les outils, alors oui, dans la jungle de la crypto, vous avez les deux camps. Vous avez tout ce qui va être centralisé et qui est souvent le plus abordable avec les Binance, les Coinbase, les Kraken, etc. Et ce qui est décentralisé, et là vous avez besoin d'un wallet. Et un des wallets que je peux conseiller, c'est le wallet Rabi, qui est un wallet qui va, contrairement à MetaMask, on va dire, qui est le plus répandu, va avoir quand même certaines fonctionnalités qui vont vous permettre d'éviter de faire des erreurs, il va vous mettre des alertes, il va vous expliquer un peu quand vous cliquez, sur quoi vous cliquez. Et je pense que c'est un outil, si vous voulez partir en décentralisé, donc c'est-à-dire gérer vos actifs sans permission, sans confiance, etc. C'est plutôt cet outil-là que j'utiliserai en plus
ce que tu as présenté, qui sont des très bons outils pour scanner un peu ce qui se passe, quoi. On va vraiment avoir les wallets et les outils de management de wallets. Et tout ça, ça rejoint ce que je vous disais sur l'éducation qu'il faut s'imposer et la recherche, un peu le travail qu'il faut fournir en amont pour pouvoir avoir la liberté d'évoluer sur la finance décentralisée. Et donc, Axel, vu parce qu'il y a quand même des rendements qui sont très différents, des types de rendements, on parle même, donc il y a le staking, le liquidity mining, mais il y a des protocoles qui sont très différents. Toi qui es avocat fiscaliste, est-ce que tu peux peut-être nous donner une première idée de la façon dont ça peut être justement, ces revenus sont fiscalisés? Oui, bien sûr. Alors, on va commencer déjà par briser un mythe en fait confortable, mais qui est valable à juste titre, parce que c'est ce qu'on lit beaucoup parfois quand on s'intéresse au début à la fiscalité crypto, c'est que beaucoup de personnes qui détiennent des cryptos se disent de toute façon, tant que je ne convertis pas en euros, j'ai absolument aucun risque d'avoir de la fiscalité. Faut savoir que ça, c'est une règle qui existe, effectivement, alors pas dite comme ça. C'est un texte sur les plus-values d'actifs numériques, mais il faut bien comprendre que pour entrer déjà dans ce texte et à savoir ne pas être fiscalisé, il faut avoir une opération de base qui est une vente d'actifs numériques. Et c'est seulement quand on est dans une configuration de vente d'actifs numériques et que la contrepartie est elle-même un actif numérique qu'on peut ne pas être fiscalisé. Donc en fait, il faut plutôt dire le texte à l'inverse. Ça veut dire que quand on est sur d'autres opérations qui vont générer du gain, mais pas au titre d'une vente, au titre d'une réception d'actifs numériques, on a un risque assez important quand même d'avoir une fiscalité à réception. Après, il y a évidemment différents types de revenus qui vont être générés, et le droit fiscal, d'une manière générale, s'intéresse à la source de revenus, à la qualification juridique de la source de revenus pour savoir dans quelle catégorie d'imposition on va le mettre. On parlait tout à l'heure de prêts qui peuvent être réalisés de manière décentralisée. En réalité, quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, que ce soit via une institution financière ou de manière décentralisée, si vous récupérez des intérêts à raison de ce prêt, il n'y a aucune raison de penser que ça pourrait ne pas être imposable, y compris s'ils sont versés en crypto. Ça ne change rien, en fait. Si demain, je te prête de l'argent et que tu décides de me payer en pommes de terre, aucun problème. C'est juste que ce sera plus compliqué à contrôler. Mais sur le principe, ça a une valeur. Pareil, on parlait un petit peu du staking. Ça, c'est un régime qui est un peu différent, qui est plus exotique déjà, parce que tout ce qui touche... alors, le staking, déjà, il y en a plusieurs types, en fait. Là, je parle vraiment du staking de validation de transactions, parce qu'il y a juste du staking lié à la mise en dépôt sur des protocoles. On en parlait pour fournir la liquidité. Le staking de validation, c'est un régime différent. C'est ce qu'on appelle... Ça rentre dans la catégorie qu'on appelle les bénéfices non commerciaux. Donc pas du tout de flat tax, là, faut pas partir du principe qu'il y aurait une flat tax à la sortie tout court, c'est un peu plus complexe que ça, sachant que c'est des règles qui ne sont pas forcément clarifiées, mais en gros, dès que vous allez valider des transactions sur une blockchain, que ce soit sur du proof of work, du proof of stake, ou ce que vous voulez, vous allez rentrer, de base, cette activité va rentrer dans la catégorie des BNC. Et en fait, je vais pas m'étendre jusque ça sur toutes les catégories qui peuvent être applicables à la finance décentralisée, parce que j'ai pas fait le tour, et en réalité, pour discuter de toutes les subtilités de ces catégories, comment c'est imposé, à quel moment on est imposé, si vous voulez, il y a un atelier d'ailleurs fiscalité crypto qui devait normalement intervenir à 18h aujourd'hui et qui était décalé à demain, parce que je suis là à 18h, tout simplement, mais j'anime un atelier demain à 17h, et en une heure, on aura un peu plus le temps de parcourir les différentes subtilités de la fiscalité française, que ce soit sur du mining, de la vente et autres. Mais voilà, en tout cas, l'erreur que je rencontre souvent, moi, quand on vient me voir en tant que professionnel, c'est de me dire j'ai fait énormément d'opérations, mais j'ai pas converti, donc à ce stade, j'ai zéro risque. Non, c'est absolument pas le cas. Donc voilà, il faut toujours s'intéresser à la source de rendement, et c'est pour ça que c'est très important de savoir comment sont générés les rendements sur la DeFi, parce que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir en tirer les bonnes règles fiscales applicables. Ok, super intéressant. Merci beaucoup. Avant de passer à la question suivante, moi j'ai repensé à un outil, juste pour compléter là, un outil qui est super utile, moi je trouve, qui s'appelle Nanoly, je ne sais pas si vous connaissez, qui liste tous les rendements sur tous les tokens de toutes les blockchains. Franchement, c'est gratos, c'est un outil que je trouve absolument génial, que j'utilise beaucoup. C'est une parenthèse. Cyril,
C'est vrai que la DeFi, à l'heure actuelle, quand on regarde un peu les chiffres, final, il y a quand même beaucoup de flux qui sont par soit des whales, soit des... on s'aperçoit que c'est quand même des flux qui circulent beaucoup entre instits. Et, si on regarde les chiffres de Chainalysis, en gros, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la DeFi puisse scaler, puisse s'adresser peut-être à un plus grand public voilà, en gros, selon toi. Je pense que c'est une excellente question. C'est vrai qu'un reproche qui est traditionnellement fait à la DeFi, c'est qu'en gros, on brasse un peu de l'air, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste pour des tokens, etc., qui sont pas forcément basés sur des fondamentaux. Moi, je pense que c'est une erreur de voir la DeFi comme ça. Je pense que la DeFi, c'est avant tout une infrastructure qu'on est en train de tester, d'améliorer et de mettre à niveau pour qu'un jour, elle héberge l'ensemble du système financier, les actions, les bonds, tous les produits financiers traditionnels. Et en fait, aujourd'hui, on s'entraîne, entre guillemets, avec tous les cryptoactifs, les meme coins, etc. Aujourd'hui, ce qui manque... Alors, bon, cette vision, juste, je pense que ce ne sera pas possible avant 10 ans. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une vision à long terme. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, je pense, pour pouvoir être crédible par rapport au système financier traditionnel et vraiment proposer une alternative qui soit meilleure que ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés traditionnels. Il y a plusieurs catégories de choses qui restent à résoudre. La première, je pense, c'est d'avoir des blockchains qui soient plus rapides et moins coûteuses. Typiquement, moi, ça me semble utopique de considérer qu'on fera de la DeFi directement sur Ethereum. Alors peut-être que ce sera sur des Layer 2, des Layer 3 dans l'écosystème d'Ethereum, mais en tout cas, ça me semble impossible d'opérer un système financier en payant $50 à chaque fois qu'on veut faire une opération. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, et c'est ce sur quoi on se concentre chez Swap, le protocole que j'ai cofondé, c'est avoir des meilleures primitives financières. En fait, aujourd'hui, les protocoles DeFi sont beaucoup moins efficaces du point de vue juste purement financier, d'efficience du capital, que leurs équivalents en finance traditionnelle. Et du coup, il y a encore plein d'optimisations à faire du point de vue des algos, du point de vue des designs des protocoles, pour avoir une alternative qui soit vraiment crédible au système financier traditionnel. Un exemple, c'est les frais de trading, par exemple, sur la blockchain, qui sont beaucoup plus élevés que leurs équivalents sur les échanges centralisés. La troisième chose à faire, de mon point de vue, c'est de résoudre les problèmes de custody et de sécurité qu'on a en DeFi. Donc, un des gros problèmes de la DeFi, c'est des hacks de smart contracts qui peuvent en gros vider complètement les pools de liquidité des protocoles. Donc ça, pour moi, c'est un problème qu'on n'a pas résolu encore. Il y a des moyens pour éviter ce genre de problème, des audits de sécurité, par exemple. Il y a aussi des approches un peu plus innovantes qui se développent sur ce sujet, en essayant peut-être de traiter le problème directement au niveau de la blockchain, enfin voilà, des choses comme ça, mais de mon point de vue, c'est pas du tout encore résolu. Et l'autre problème, c'est aussi la sécurité des clés. Quand on est sur un wallet qui est non-custodial, en fait, si on clique à un mauvais endroit à un moment, on peut perdre tout son argent, et ça, évidemment, c'est des risques qui ne sont pas acceptables pour le grand public. Et après, le dernier problème, c'est celui de la régulation. En fait, de mon point de vue, tant qu'on n'aura pas une régulation qui soit compatible avec la DeFi, on n'aura pas de flux de capitaux institutionnels du monde traditionnel, et du coup, on ne sera pas en mesure de proposer des services à tout le monde, sur tous les actifs. Voilà. Donc pour moi, c'est les 4 gros sujets. Très clair. Et alors d'ailleurs, au-delà de la scalabilité, en fait, Manu, toi, tu... ouais. Je crois que je t'ai oublié, désolé. On va faire Manu d'abord. Mais Manu, au-delà de la scalabilité, est-ce que qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour rendre la DeFi plus, peut-être plus compréhensible, plus accessible au grand public? Parce qu'il y a quand même ce côté-là, quoi. Alors, je ne sais pas si dans le public vous faites beaucoup de DeFi ou si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler, mais vous n'avez pas justement été testé parce que c'est pas simple au final d'approche. Je pense que le premier point qui compte en vrai, et c'est valable
même pour le Web 2, etc., ça va être déjà les interfaces utilisateurs. En DeFi, les interfaces sont vraiment assez compliquées pour le moment, et il y a un gros travail qui doit être fait, parce que c'est pas parce qu'on fait quelque chose de compliqué avec beaucoup de technologies, d'infrastructures à l'arrière, en back-end, que en fait, pour l'utilisateur, ça doit être une usine à gaz avec plein de boutons, plein de termes, plein d'anglicismes et de boutons, et au final, ne pas comprendre non seulement qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais également à quel risque on s'expose. Et donc là, il y a un gros travail à faire. Donc voilà, en termes de prise en main, de façon pour utiliser ces protocoles de façon assez intuitive, et également de mettre en lumière les risques qui sont encourus. Donc, c'est-à-dire, donc en blockchain, quand on fait de la DeFi ou quand on fait de la blockchain en règle générale, on est quand même comporté à beaucoup plus de risques qu'en finance traditionnelle. Quand vous allez mettre votre épargne sur votre livret A, vous n'êtes pas tremblant au guichet ou sur votre site internet en train de vous dire peut-être je ne vais pas les revoir. A priori, vous savez que vous pouvez les récupérer facilement. En DeFi, c'est un petit peu différent. Vous avez toujours à l'esprit que vous investissez, mais que c'est tellement neuf, tellement des fois immature, voire des fois même pas assez testé, que vous êtes sujet en fait, au risque de tout perdre. Et donc ça crée une angoisse, et ça crée aussi... c'est aussi pour ça que pour l'instant, c'est pas adopté de façon totale et mainstream, j'ai envie de dire, par le grand public. Donc c'est réservé, entre guillemets, à certains. Donc cette histoire d'interface, cette histoire aussi de risque. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler là-dessus pour, si on rajoute le côté maintenant réglementaire, comme tu disais, de pouvoir avoir des acteurs qui puissent rentrer avec on va dire... quelque chose qui puisse être en fait plus convaincant, qui puisse assurer au final même les dépôts d'une certaine façon. Donc c'est pour ça qu'on voyait aussi, je pense que au niveau de tous les acteurs qui demandent des agréments PSAN pour pouvoir faire de la custody pour certaines banques, etc., proposer à terme des outils simples à leurs clients, aux particuliers, aux entreprises également, qui puissent en fait être utilisés de façon assez simple et moins risquée par ces entités-là, et en même temps reposer sur des mécanismes et des protocoles DeFi de façon sous-jacente pour générer justement les yields grâce à une activité que l'on veut pérenne et qui génère ce qu'on appelle du real yield, donc du vrai rendement qui paye quelque chose qu'on aurait produit en retour. Et ouais, effectivement. Alors du coup, la question qui se pose maintenant et qui en fait se pose de plus en plus à mesure que les réglementations arrivent et que les institutionnels arrivent dans le marché, on a vu je veux pas Antoine, je veux pas te répondre à ta place, mais on a vu des plateformes comme Canton, comme Corda qui sont en train d'apparaître, et il y a quand même de plus en plus de chances qu'il y ait une DeFi qui se crée en dehors de l'univers décentralisé. Est-ce que toi, tu crois que la DeFi, à quoi va ressembler la DeFi de demain? Est-ce que c'est pas finalement les banques avec des écosystèmes fermés qui vont nous vendre des produits sur la DeFi plutôt que sur Ethereum, par exemple? Ouais, Cyril en parlait juste avant. Ethereum, il a quand même aussi ses problèmes niveau scalabilité, frais, etc. Maintenant, il y a beaucoup de solutions de seconde couche qui existent, qui se développent. Donc, ça peut sûrement être des alternatives, ça sera sans doute des alternatives. Si la finance de demain, en tout cas, elle doit être décentralisée, aujourd'hui, il y a quand même tout pour Ethereum, dans le sens où c'est incontestablement le leader. Au niveau DeFi, ça, il n'y a pas à dire. Je pense que, on ne va pas entrer sur le sujet des ETF, mais l'ETF Bitcoin a été approuvé il n'y a pas longtemps, vous le savez sans doute. Si on a un ETF aussi qui arrive sur Ethereum, ça pourrait aussi peut-être lui donner un petit peu de cachet. Sûrement d'autres ETF arriveront aussi, mais voilà, il y a des concurrents face à Ethereum. En plus de ça, le développement du Web3 est très rapide. Il est encore à une phase assez expérimentale, donc des nouveaux concurrents, il y en aura. Il y en a souvent qui arrivent sur le plateau. Donc c'est une bonne question. Ouais. Qui sera le futur pour accueillir quelle sera la plateforme qui accueillera le futur de la finance?
Je pense que ça peut être Ethereum, pas dans sa forme actuelle, mais en tout cas, il aura une place là-dedans. Maintenant, est-ce que vraiment une institution fermée proposera des services DeFi? Sans doute, mais on retombe un petit peu dans des tranchants de CDFI, des choses comme ça. Ouais. Donc, bon. Ouais, c'est de la CDFI, clairement. C'est de Alors la CDFI, hein, c'est complètement débile, c'est Centralized Decentralized Finance. En gros, c'est de la finance décentralisée réalisée par des blockchains, sur des blockchains fermées. Donc on connaît les mineurs, ils sont, c'est ça en gros, quoi. Ils sont, la Binance Smart Chain, c'est de la CDFI. Si je peux me permettre, c'est ce dont je parlais juste avant, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que j'entends par CDFI, bon, il y a une définition qui peut être la tienne, mais moi, ce que j'entends par CDFI, c'est en fait une centralisation, on va dire, des décisions, mais en fait, les rendements proviennent de la DeFi. Donc en fait, c'est comme si tu utilisais un tiers de confiance pour faire de la DeFi à ta place. Et en ce qui concerne ce dont tu as parlé au niveau des blockchains privées, alors moi, les blockchains privées, j'y crois pas du tout. Vraiment, je pense que ça n'a pas d'intérêt. Je conseille à tous ceux qui veulent en faire une de payer 100 € par mois et de s'acheter un Excel et ça va bien se passer. Ok. Et Benjamin, toi, tu m'avais parlé d'un narratif des M&A de blockchain. Ça m'intéresserait de savoir à quoi tu fais référence. Est-ce que tu fais référence à peut-être une fusion des différents écosystèmes, donc soit Ethereum, Solana, ou autre chose d'ailleurs, en fait. Ça m'intéresserait de... Alors, nous, ce qu'on aime beaucoup chez Summit Research, c'est d'aller chercher en fait les nouvelles méta, les nouvelles modes qu'on a sur le marché, parce que je pense que plus on est précurseur, moins on prend de risques quand on investit. Du coup, c'est une méta qui a été lancée il y a 2 semaines par la blockchain Chiliz, qui est une blockchain de gaming, et qui se disait vouloir aller chercher, acheter ou fusionner avec d'autres blockchains. Aujourd'hui, il y en a beaucoup des blockchains, notamment sur tout ce qui est ZK, avec l'outil, vous pouvez tous les retrouver sur L2Bit. ZK, tu peux expliquer ZK ? ZK, donc c'est Zero Knowledge. C'est une technologie qui n'est pas forcément liée à la blockchain. On peut la faire sans blockchain, qui permet d'aller chercher une information sans forcément y avoir accès. Je vais vous donner un exemple. Je vais acheter de l'alcool. La caissière n'a pas forcément à savoir ma date de naissance, elle a juste besoin de savoir si j'ai plus de 18 ans. Et ben, le ZK va aller checker que j'ai bien plus de 18 ans dans mon passeport via un protocole et lui donner la réponse. Il a plus de 18 ans, il peut acheter de l'alcool. Et donc, elle a l'information que je peux acheter de l'alcool sans pour autant avoir toutes les données qu'elle aurait pu avoir dans le monde traditionnel qu'on a actuellement. Donc, il y a beaucoup de spécialisation dans la blockchain et beaucoup de niches. Et je pense qu'on va avoir, dans les 3 à 6 mois à venir, beaucoup de fusions ou acquisitions sur des protocoles qui vont soit du coup s'allier pour être plus puissants, pour aller concurrencer des Optimism, des Arbitrum, ou bien des rachats carrément, comme on a en bourse des OPA. On peut avoir des achats, et c'est ce que Chiliz préconise, racheter des blockchains, parce qu'on voit que ce qu'ils font, ils ont un peu plus de mal avec la Chilichain. Peut-être qu'ils vont aller chercher une blockchain qui est un peu plus performante et qui va les aider sur leur narrative un peu plus DeFi, parce que c'est quelque chose qu'on reproche aujourd'hui à Chiliz, c'est très centralisé, et il y a peu de protocoles qui se créent aujourd'hui. Très clair. Et du coup, donc Axel, dernière question avant de prendre des questions du public. Toujours dans cette perspective de cette institutionnalisation finalement de la finance, de la DeFi. Toi, est-ce que on se dirige, selon toi, hein, est-ce qu'on se dirige vers une évolution justement de la DeFi vers cette finance traditionnelle ? Alors effectivement, je pense que demain, et pour plusieurs raisons, la DeFi telle qu'elle existe aujourd'hui sera un peu plus difficile d'accès. Et en tout cas, elle ne sera pas forcément démocratisée, c'est-à-dire que la DeFi sera institutionnalisée justement parce qu'elle deviendra le fait d'acteurs institutionnels. On passera vraiment sur des modèles CDFI. En fait, il y a plusieurs raisons pour ça. Beaucoup des raisons politiques et économiques au niveau des États. C'est qu'il faut bien comprendre que d'une manière générale, les échanges économiques et l'investissement, il est guidé par trois grandes lignes directrices.
et je vais les donner à la fois dans l'ordre d'importance au niveau du discours, mais dans l'ordre décroissant d'importance au niveau de ce que ça représente pour les États. C'est déjà la protection des investisseurs, qui est vraiment le sujet qui est mis en avant par les autorités des marchés financiers des différents pays. Savoir, il faut permettre que les personnes investissent dans des conditions relativement fiables. Deuxième sujet, c'est évidemment la lutte contre le blanchiment. Il faut être certain que, le blanchiment et le financement du terrorisme, il faut être certain que les investissements et les flux financiers, les flux monétaires, ne servent pas à financer des activités illicites pour lesquelles les États ne donnent pas leur accord. Et le dernier sujet, et ça c'est un peu, on se rejoint à ma spécialisation, c'est évidemment trouver de l'argent pour l'État. À savoir assurer que les différents flux financiers, les différents échanges de valeurs puissent bien, quand ils sont générateurs d'un gain, être assujettis à l'impôt. Et pour ça, en fait, la finance décentralisée, c'est un outil terrible pour les États, parce que c'est très difficile à contrôler. C'est très difficile à contrôler parce que, en fait, il faut avoir des outils qui seront à terme développés. Si on met les efforts nécessaires, ils seront développés pour aller faire du lien très efficace entre des wallets et des individus, pour aller vérifier de manière automatisée toutes les transactions qui peuvent arriver sur la blockchain, qui a récupéré tel type de gain et autres. Mais la solution la plus simple, c'est quand même de dire, en fait, les personnes qui vont pouvoir accéder à la DeFi, ils vont pouvoir le faire via des intermédiaires centralisés. Les intermédiaires centralisés, eux, on sait très bien les contrôler, on sait très bien leur mettre des procédures très lourdes sur la tête pour qu'elles fassent le travail à notre place. Et clairement, en fait, l'alourdissement de la réglementation, que ce soit en matière réglementaire avec l'arrivée de MiCA, que ce soit en matière fiscale avec les échanges automatiques d'informations qui vont arriver dans l'Union européenne et dans les pays de l'OCDE avec DAC8 et avec CARF, que ce soit sur la Travel Rule qui, en gros, impose aux prestataires de services sur actifs numériques de savoir où vont les fonds qu'elles libèrent, que ce soit vers d'autres acteurs centralisés ou alors, et ça va être un peu plus compliqué à mettre en place, que ce soit aussi vers des wallets décentralisés. Alors, s'assurer qu'un wallet décentralisé était bien possédé par une personne qu'on connaisse, je ne vois pas encore comment on va mettre en place cette infrastructure. Mais en gros, voilà, c'est ça l'idée, c'est d'aller imposer plus de réglementation, plus de contrôle, et la DeFi telle qu'on l'entend aujourd'hui n'est pas forcément compatible avec ça. J'ajoute un dernier point très rapidement, c'est que aujourd'hui, cette appétence pour la liberté qu'on trouve dans la DeFi que l'on partage tous ici et que moi vous partagez sans doute aussi, c'est pas forcément, et c'est même pas du tout, cette appétence-là que partagent monsieur et madame tout le monde en fait. Monsieur et madame tout le monde, ils veulent juste avoir des investissements qui soient à peu près rentables, qui soient faciles d'utilisation, et en fait la question de la centralisation, de la détention de ses propres fonds, de l'absence de censure et autres, c'est pas du tout le sujet. L'important c'est juste que ce soit à peu près safe et avoir quelqu'un vers qui se retourner. Donc si DeFi, oui, je pense que c'est un véritable avenir, mais ce sera en principe, je pense, le pont entre la DeFi et la finance traditionnelle qui devrait émerger dans les prochaines années. Ok, merci beaucoup à vous tous pour toutes ces précisions. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez appris quelque chose. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, je ne sais pas si tu as un micro. Attends, tu as un micro là? Ok, super. Oui, je voulais vous poser une question sur la réglementation. Donc la DeFi a été très clairement mis de côté sur le MiCA, mais on commence déjà à parler de MiCA 2 qui devrait traiter cette question-là. Et quand on regarde les réflexions des régulateurs en France, en tout cas, donc que ce soit la PCR ou l'AMF, même la Banque de France de manière plus générale, on entend souvent parler de certification des smart contracts. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Qu'est-ce qui prend celle-là? Moi, je peux peut-être répondre parce que donc chez Swap, on dépense des centaines de milliers d'euros en audit de sécurité des smart contracts. C'est en gros tout protocole sérieux a des dépenses de sécurité qui sont énormes
pour assurer la sécurité des fonds. Donc moi, ça me paraît une mesure de bon sens de faire ça. Après, voilà, sans doute que il faudra que ce soit un prestataire qui passe tel et tel agrément. Enfin, je ne sais pas si le régulateur sera la bonne personne pour estimer si un auditeur fait bien son boulot. C'est plus ça la question, à mon avis. Mais à mon avis, le fond, il me semble cohérent, quoi, de se dire que des smart contracts qui sont à disposition du retail doivent être audités par un tiers de confiance. Ça me semble pas délirant, quoi. Tous les bons protocoles le font naturellement, quoi. Donc... Sachant que sur la certification de smart contract, en réalité, en fonction de la volonté politique qu'il peut y avoir derrière, il peut y avoir un double enjeu, à savoir à la fois vis-à-vis des personnes qui gèrent des protocoles, qui fondent des protocoles, les empêcher de faire n'importe quoi avec les fonds qui sont déposés sur les protocoles. Mais on peut aussi voir l'inverse, à savoir, les fonds qui sont sur les protocoles, les États peuvent avoir un certain intérêt à avoir un contrôle plus ou moins important dessus, que ce soit pour des questions de gel des fonds, pour des questions de saisie des fonds. Donc en fait, les audits de certification, ils peuvent être dans les deux sens, à savoir, est-ce qu'on va valider un protocole, un smart contract, qui va permettre de ne pas laisser la mainmise aux fondateurs, mais qui va permettre de récupérer la mainmise pour les États, si besoin. Alors, comment ça peut être mis en place, je ne sais pas, c'est pas mon sujet, je ne gère pas les aspects techniques de ces sujets-là, mais en fait, voilà, il y a vraiment ce double enjeu sur les certifications et qui répondent à cette double volonté politique. Juste pour compléter, parce que j'ai un peu peur depuis tout à l'heure de tout ce que j'entends au terme de liberté, l'idée est quand même... les smart contracts sont open source. Donc, c'est-à-dire que quand le contrat est posé, enfin, un bon protocole de DeFi va mettre son code en open source, donc il va être visible par tout le monde, il va être auditable par tout le monde, et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de hacks, d'exploits, parce que justement, on peut voir où sont les faiblesses des contrats et en abuser le cas échéant s'il y en a. Les auditeurs ne sont absolument pas infaillibles, on le sait, il y a énormément de protocoles qui sont audités et qui finissent quand même par être hackés. Moi, je comparerais le processus par lequel on passe à la même chose qu'un enfant qui apprend à marcher. Et là, on n'est pas dans la phase de l'enfant qui maîtrise totalement et qui court le 100 mètres en 10 secondes. Là, on est dans la phase où, pour ceux qui ont des enfants, ça se balade, ça marche, on a un peu peur, et puis ça tombe. Et ça se relève. Et donc là, on est plutôt dans cette phase-là, et je pense que plus de contrôle par qui, c'est ce que tu disais en plus, du contrôle par qui, pourquoi, pour qui, n'est pas forcément la solution, et qu'aujourd'hui, même en termes de régulation, on a besoin d'une régulation qui soit souple, parce que justement, le milieu est en pleine effervescence, en pleine poussée, j'ai envie de dire, de croissance. Et je pense que ce serait vraiment une erreur de le brider ou de vouloir absolument par tous les moyens contrôler quelque chose dont on ne connaît pas la forme finale, j'ai envie de dire. Mais ça, effectivement, comme tu dis, je trouve que cette analogie avec les enfants qui apprennent à marcher, elle est très intéressante, en fait, parce que, justement, effectivement, l'outil DeFi, c'est vraiment... L'enfant, on ne sait pas encore où on en est, comment il va apprendre à marcher. Et en fait, l'enjeu derrière du contrôle, c'est les parents, et donc c'est les citoyens via leur vote, via leur manifestation, leur pouvoir politique, qui vont décider est-ce que l'enfant, on le laisse se déambuler dans la maison et éventuellement se casser la gueule et se prendre un coin de table? Est-ce qu'on va juste mettre des petites protections sur les coins de table, ou au contraire, on va le mettre dans un parc, comme ça on est sûr qu'il ne va pas se faire de mal? Et ça, en fait, c'est un peu à vous, c'est à nous de veiller, en fait, à ce qu'on va faire de cet outil. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, en fait. C'est ce qu'on veut en faire via la volonté politique. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Oui. Bonjour, moi je vais vous demander un petit peu une question sur les rendements, notamment en DeFi, donc sur les pools de liquidité. Donc il y a des rendements liés aux frais de trading et il y a souvent des rendements liés aux incentives de projets. Est-ce que vous nous parlez un peu plus d'où viennent ces incentives et pourquoi ces projets font des incentives sur des pools, on va dire, un petit peu obscurs? Souvent, en fait, ces incentives, donc c'est les protocoles qui vont émettre leur token de gouvernance.
Ce token, il va être liquide, donc il a une valeur monétaire. Et dans tout réseau, ce qui est compliqué, c'est de lancer un réseau, donc d'avoir les premiers utilisateurs et puis de le faire grandir. Et du coup, l'objectif de ces incentives, c'est de rémunérer en fait les utilisateurs qui prennent ce risque en leur offrant ce token de gouvernance du réseau. Le problème, c'est que c'est pas soutenable quoi, à terme. Donc parfois, ça peut marcher sur certains cas, où ça crée une dynamique un peu vertueuse, et après, on peut stopper ces incentives. Mais pour un cas où ça marche, il y en a 999 où ça ne fonctionne pas, et le token va à zéro, et voilà. Donc ça vient de là, quoi. C'est dans tout, en fait, souvent dans les projets DeFi, il y a plusieurs niveaux de rendement. Il y a la stratégie en elle-même du protocole, et puis dans certains cas, des émissions de tokens. Alors en ce moment, le gros truc à la mode, c'est les points. C'est-à-dire que les protocoles, au lieu d'émettre un token qui est liquide, etc., ils vont juste donner des points aux utilisateurs, un peu comme dans un programme de fidélité, qui seront plus tard convertibles contre des tokens quand ils émettent leur token. Voilà. Et du coup, il faut faire bien attention quand vous êtes sur un protocole, à essayer de comprendre où est le rendement. En fait, si vous farmez du token du protocole qui est liquide, vous allez récupérer ces tokens. Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas réalisé votre rendement. Donc, s'il part à zéro, le token, vous allez perdre ce rendement. Et après, souvent, c'est construit sur des modèles aussi inflationnistes, où en fait, le token, il va valoir, mettons qu'il y ait 10 tokens au début, le projet, il va en émettre, je sais pas, un par jour. Du coup, forcément, au bout de 90 jours, il y aura 100 tokens. Donc, en fait, pour que le token maintienne son prix, il faut qu'il ait fait x10 il faut que la valeur totale du projet ait fait x10, quoi. Donc souvent, c'est ça le problème aussi, c'est que ces modèles tendent à exercer une pression vendeuse sur le token s'il n'y a pas d'utilité derrière. Bon, pour compléter, même si Cyril est spécialiste là-dessus, méfiez-vous des trop gros rendements, de manière globale. Il n'y a pas d'argent magique, même difficilement sur la crypto. Donc méfiez-vous des trop hauts rendements. Des fois, c'est tenable effectivement pendant une période très courte au début du lancement d'un projet pour incentiver, comme Cyril l'a expliqué. C'est très rarement tenable. Donc si vous voyez des rendements à 3 chiffres, c'est peut-être pas une bonne idée d'y mettre trop longtemps les pieds. Et puis il y a beaucoup plus de risques aussi. Quand vous êtes au début d'un protocole, c'est que le marché estime que c'est plus risqué. Donc c'est pour ça aussi que vous allez pouvoir avoir des plus grands rendements affichés. Mais vous avez plus de risques de smart contract, aussi de risques financiers, parce que le protocole n'est pas forcément prouvé. Donc il faut bien mettre tout ça. C'est à vous après de décider, quoi, mais il faut bien mettre tout ça en balance. Pour juste donner du coup une idée par rapport justement à Ethereum, qui est quand même le truc bien en place, rendement de stacking d'Ethereum, 3-4%, 2%, 4%, ouais, 4%. Donc voilà, ça donne une idée d'un rendement sur un actif bien en place, quoi. Donc, voilà. C'est vrai que, il y a la différence entre le rendement généré par le service du protocole et justement l'inflation est souvent très difficile à percevoir en fait. Et c'est pour ça il y a des narratifs comme ce qu'on appelle le real yield qui sont ils mettent un point d'honneur en fait, c'est juste il n'y a pas d'inflation, c'est juste le yield que tu reçois, c'est uniquement il n'y a pas d'inflation quoi. Et ça c'est intéressant parce qu'au moins tu sais que le protocole rend un réel service et génère réellement de la valeur en fait. Peut-être pour rebondir aussi sur les rendements, il y a un truc auquel il faut faire très attention. C'est parfois, comme il n'y a aucune règle sur la façon dont ça doit être communiqué, les protocoles communiquent sur des métriques de rendement qui ne sont pas les rendements nets. Donc un exemple, c'est sur ce qu'on appelle donc les AMM, les Automated Market Makers, qui sont des protocoles où vous pouvez déposer de la liquidité et la liquidité va être utilisée pour trader. La plupart des protocoles communiquent sur ce qu'on appelle une trading APR, c'est-à-dire qu'ils regardent juste les frais de trading qu'ils ont collectés. Mais en fait, en face de ça, ils ont des coûts qui sont les variations des tokens. Parce qu'en fait, quand ils vendent un token, ils peuvent avoir des pertes parce que l'actif a monté entre-temps. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, souvent, ces coûts sont plus élevés que les trading APR. Donc en fait, vous avez sur le site d'Uniswap, par exemple, ils peuvent vous afficher des APR
donc des rendements à 20-30%, alors qu'en fait, vous perdez de l'argent. Enfin, il faut faire bien attention. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et à tout à l'heure. Bonne soirée. Les libertés individuelles.